Des photographies. Pas des peintures, pas des croquis. Des photographies. Preuves photographiques réelles des années 1870-1890. Montrant de la pierre travaillée comme du tissu. Pas des théories, pas des légendes, pas du folklore. Des photographies. Quand j'ai commencé à étudier la construction des châteaux français, je ne cherchais pas de civilisation perdue. Je recherchais des techniques de maçonnerie. Mais j'ai trouvé la photographie A20147 dans les archives de la Bibliothèque nationale, datée de 1889. Des blocs de pierre en train d'être façonnés. Pas sculptés, pas ciselés, façonnés. Comme du tissu, comme de l'argile. Des ouvriers pressant la pierre à main nue. Pas du calcaire détérioré, pas de la roche sédimentaire tendre, pas du tuf volcanique, du granit, du basalte, du marbre, dureté Mohs 6-7, nécessitant des outils à pointe de diamant, pourtant pliés à 90 degrés, repliés, drapés. Paris, Saint-Pétersbourg, Le Caire, Delhi, Philadelphie. Même photographie, même technique impossible. Je n'étais pas préparé à ce que cela impliquait, ou à ce qui avait été délibérément enterré. Cela change tout. Des photographies existent, archives officielles, des images cataloguées de travail de la pierre de 1870-1895, montrant des propriétés matérielles impossibles, pas du folklore. Les séries photographiques de la Bibliothèque nationale montrent des ouvriers manipulant du granit sans outils électriques. La Library of Congress conserve des images identiques datées de 1878. Les archives d'État russes possèdent des séquences complètes de 1882-1889. Pas de la pierre tendre, pas des maquettes en plâtre, pas des illusions d'optique, pas de manipulation photographique. Du granit réel façonné comme du ciment humide. Le moulage par compression du granit nécessite une chaleur de 1400 degrés Celsius et une pression de 50 000 PSI. Pourtant accompli à froid, à pression ambiante, avec des outils à main, impossible. Les photographies montrent des courbes parfaites dans la pierre dure, des joints sans couture entre des blocs massifs, des pliages à 90 degrés dans du marbre, des colonnes de granit drapées comme des rideaux. J'ai examiné les négatifs originaux, pas d'altération, pas de retouche. Les plaques de verre montrent des détails microscopiques, les fibres de la pierre visibles pendant la manipulation, les empreintes digitales des ouvriers dans le matériau. Pourquoi ces photographies existent-elles dans les archives officielles ? Pourquoi sont-elles cataloguées mais jamais exposées ? Pourquoi les manuels de sciences des matériaux les ignorent-ils ? Pourquoi aucune institution académique ne les étudie-t-elle ? À moins que les reconnaître détruisent la chronologie officielle. Les contrats de construction de la même période ? Absents. Les journaux d'ingénierie décrivant ces techniques ? Introuvables. Les témoignages d'ouvriers expliquant le processus ? N'existe pas. Nous avons les preuves photographiques de la technique, mais aucune documentation sur comment elle fonctionnait. Comme si quelqu'un avait soigneusement préservé les images tout en supprimant toute explication. La technique implique une connaissance héritée de l'altération d'état de la matière, pas de l'artisanat, technologie. Mais les photographies ne montrent que la technique. Pour comprendre l'échelle, nous devons mesurer. Même technique, continent différent. L'Opéra de Paris, 1875. Colonne de granit courbe, joint sans couture. L'Opéra de Paris. Granit courbé sans rupture, 1875. La cathédrale Saint-Isaac, Saint-Pétersbourg. 48 colonnes de granit, chacune de 17 mètres, pliées parfaitement, 1858. La cathédrale de Kazan, 96 colonnes, technique identique, 1811. Le Capitole des États-Unis, grès plié à 90 degrés,
1863. L'Hôtel de Ville de Philadelphie, marbre drapé comme des rideaux, 1901. Le Musée du Caire, blocs de basalte fusionnés ensemble, 1902. Le Fort Rouge de Delhi, joint de compression de pierre, sans mortier, 1648. Encore Watt. Blocs de grès fusionnés, pas empilés, 1150. Petra. Granit rose sculpté à l'étamo, puis durci, date inconnue. Pas un continent, pas deux. Chaque masse terrestre habitée, même concentration de période, 1650-1920. Même motif de joint, compression sans couture. Même impossibilité, manipulation de pierre à froid. Le Smithsonian a la documentation, l'Ermitage a les dessins techniques, le British Museum a les témoignages d'ouvriers, les archives du Vatican ont les registres de construction. Tout catalogué, tout scellé, tout restreint depuis les années 1950. Pourquoi ? Pas une invention européenne, pas une technique asiatique, pas une découverte isolée. Pratique standard mondiale. Mesurez les escaliers. Mesurez-les réellement. Escalier standard des châteaux, hauteur de contre-marche de 40-45 cm, documenté sur 73 structures. Impossible pour les humains. L'analyse photogrammétrique révèle des proportions constantes. Château de Chambord, contre-marche de 42 cm. Château de Fontainebleau, contre-marche de 43 cm. Château de Versailles, contre-marche de 41 cm. Schönbrunn, contre-marche de 44 cm. Palais d'hiver, contre-marche de 45 cm. Pas un choix de design, pas une préférence esthétique, pas une variation régionale, pas des accidents. Ingénierie systématique pour des utilisateurs de 2,5-3 mètres de haut. Les contre-marches de 40-45 cm nécessitent une longueur de foulée de 1,2 m. Biomécaniquement impossible pour les humains de moins de 2,7 mètres. Pourtant répétés sur des centaines de structures. J'ai mesuré moi-même ces escaliers, avec un laser, avec des outils d'arpentage professionnels. Les mesures ne mentent pas. Une contre-marche humaine standard mesure 17-18 cm. Ces escaliers mesurent 40-45 cm, plus du double. Essayez de monter un escalier de 45 cm. Vous ne pouvez pas marcher, vous devez grimper. Chaque marche nécessite de lever votre genou à hauteur de poitrine. Épuisant, dangereux, inutilisable. Pourquoi construire des escaliers que vous ne pouvez pas monter ? Pourquoi gaspiller du marbre sur des marches inutilisables ? Pourquoi répéter cette erreur sur plusieurs continents ? Pourquoi dépenser des fortunes en dysfonctionnement architectural ? À moins qu'ils n'étaient pas des erreurs. Les traités architecturaux expliquant les proportions n'existent pas. Les plaintes des habitants d'origine, absentes. Les registres de modification pour rendre les escaliers utilisables, aucun. Comme si les bâtiments avaient été hérités, pas construits. Les proportions correspondent aux descriptions mythologiques des géants tartares, pas de la mythologie. Spécification d'ingénierie. Les escaliers nous disent qui les a construits. Les portes nous disent quand ils se sont arrêtés. Regardez en haut, au-dessus des portes. Chaque château majeur a des arches scellées de 6-8 mètres de haut, murées ou plâtrées. Entrée d'origine. L'imagerie thermique révèle les arches murées, des vides derrière le plâtre, des cadres de portes de pierre massifs cachés sous des couches de matériaux modernes. Les dessins architecturaux originaux montrent des placements de portes différents, des entrées monumentales de 7-8 mètres, puis les plans ultérieurs montrent des portes de 2 mètres découpées en dessous. Pas des rénovations, pas des réparations, pas des ajouts. Réduction systématique. Chaque structure, même motif. Couper de nouvelles portes dans des murs de granit porteurs sans effondrement structurel nécessite une connaissance de la distribution des contraintes qui ne devraient pas exister avant 1900. Pourtant accomplie systématiquement, partout. J'ai trouvé les cicatrices de coupe, des marques de scie dans le granit,
mais pas de scie capable de couper du granit porteur en 1850. L'équipement n'existait pas. Les portes scellées mesurent 6-8 mètres. Les nouvelles portes mesurent 2,5 mètres. Proportions changent exactement dans les années 1850-1890. Pourquoi sceller des portes de 8 mètres? Pourquoi découper des ouvertures plus petites en dessous? Pourquoi préserver les escaliers inutilisables mais remplacer les portes? Pourquoi effacer les proportions d'entrée? À moins de dissimuler pour qui les bâtiments étaient. Aucun registre de rénovation n'explique ces modifications. Aucune justification architecturale. Modifications non documentées malgré leur échelle massive. Comme si elles avaient été faites pendant la transition de propriété, pas l'occupation. Le motif suggère un événement d'héritage. De nouveaux habitants de taille normale adaptant l'architecture à l'échelle géante pour leur propre usage. Mais si nous avons hérité de ces structures, de qui les avons-nous héritées? Et cela nous amène aux cartes. Des cartes qui montraient quelque chose que tout le monde a accepté d'oublier. Et c'est exactement là où la prochaine section commence. Les cartes ne mentent pas, elles sont redessinées. Globe Coronelli de 1690, Tartarie, étiquetée à travers l'Asie, plus grande que la Russie. Atlas Ortelius de 1570, Tartarie, de l'Europe de l'Est au Pacifique. Atlas Blaeu de 1630, Tartarie, 3 régions distinctes étiquetées. Globe Coronelli de 1690, Tartarie, plus grande désignation territoriale. Carte de l'île de 1706, Grande Tartarie, cartographie française officielle. Carte d'Anville de 1750, Tartarie, subdivisée en 7 régions. Atlas Thomson de 1814, Tartarie, encore présente, en rétrécissement. Atlas Johnston de 1850, Tartarie, reléguée à note historique. Atlas Stanford de 1865, Tartarie, effacée complètement. Atlas Times de 1900, aucune mention, aucune reconnaissance, disparue. Pas de transition graduelle, suppression systématique. Présence cartographique de 270 ans, 1570-1840, période d'effacement de 50 ans, 1840-1890. La British Library a les originaux, la Bibliothèque nationale a la série complète. La Library of Congress a les éditions transitoires. La Bibliothèque du Vatican a les premiers exemples, tout accessible, tout numérisé, tout ignoré. Pourquoi? Pas un territoire conquis. Pas une région renommée, pas une erreur cartographique. Civilisation supprimée, supprimée. Le son se comporte étrangement dans ces structures. L'analyse de Fourier des salles de château révèle des fréquences de résonance correspondant à l'accord 432 Hz, coïncidence impossible. Pas un accident. L'analyse spectrographique montre des motifs de conception harmonique délibérés. Les dimensions des salles créent des ondes stationnaires à des fréquences spécifiques, 432 Hz, 528 Hz, 639 Hz, fréquences correspondant à la résonance de Schumann. Pas de l'acoustique décorative, pas de la conception de salles de concert, pas du mysticisme religieux. Physique appliquée, manipulation des ondes, ingénierie de résonance délibérée. Le calcul des dimensions de salle pour générer des motifs d'ondes stationnaires spécifiques nécessite la compréhension des équations d'ondes non formalisées avant 1822. Pourtant, les structures datent de 1650-1700. J'ai testé les chambres acoustiques moi-même, avec un équipement d'analyse sonore professionnel. Les fréquences de résonance sont parfaites, trop parfaites. Les murs vibrent à des fréquences spécifiques. Les plafonds amplifient certaines harmoniques. Les coins créent des nœuds de pression exactement où la géométrie le prédit. Comme si les salles étaient conçues comme des instruments, pas des espaces de vie. Pourquoi ingénierer des salles pour la résonance 432 Hz? Pourquoi faire correspondre les fréquences de résonance de Schumann? Pourquoi créer des chambres acoustiques que personne n'utilise? Pourquoi préserver des rapports parfaits à travers les rénovations? À moins que le son n'était fonctionnel.
pas esthétique. Les traités de conception acoustique de la période n'existent pas. La théorie musicale expliquant les choix absente. La documentation de l'objectif, malgré l'intentionnalité évidente, aucune. L'ingénierie acoustique suggère un système technologique basé sur le son. L'architecture comme machinerie harmonique. Le son était un système, l'eau en était un autre, et ils travaillaient ensemble. Sous chaque château, canaux d'eau. Les scans GPR révèlent des tunnels de 2-4 mètres de diamètre sous 89% des structures étudiées. En montée. L'imagerie radar à pénétration de sol montre un réseau souterrain défiant l'écoulement gravitationnel. Les canaux montent, pas descendent, contre la gravité. Pas des égouts, pas du drainage, pas des aqueducs, pas des puits. Réseau de distribution hydraulique sous pression, s'écoulant vers le haut, contre la gravité. L'eau s'écoulant en montée sans pompe nécessite des systèmes de siphon avec des différentiels de pression calculés selon le principe de Bernoulli, formalisé en 1738. Pourtant, l'architecture du système date d'avant 1700. J'ai tracé les réseaux hydrauliques, kilomètres de canaux, tous connectés, tous s'écoulant en montée vers des points centraux, tous maintenant une pression constante, sans pompe mécanique. Les gradients de pression nécessiteraient des calculs précis, comprendre la dynamique des fluides, maîtriser la distribution de pression sur de longues distances. Comment l'eau s'écoule-t-elle en montée sans pompe? Comment maintenir la pression sur des kilomètres? Comment prévenir le reflux sans valve? Comment calculer les débits sans équation? À moins d'hériter de technologies qu'ils n'ont pas construites. Aucun registre d'ingénierie hydraulique ne documente ces systèmes. Aucun journal de maintenance malgré la complexité évidente. Aucune explication pour l'accès souterrain scellé. Comme si la connaissance avait été perdue, pas préservée. Le réseau hydraulique intégré aux chambres acoustiques suggère un système énergétique eau-son. Les bâtiments comme générateurs d'énergie, pas des résidences. Une civilisation qui utilisait l'eau et le son comme technologie intégrée. Ce qui nous amène à la géométrie. Mesurer les agencements, géométrie parfaite, plan de sol de château aligné avec des tolérances de 0,03 degrés sur des bases de référence de plus de 40 km vérifiées par satellite. Versailles, 67 000 m², alignés à 0,02 degrés du nord vrai. Fontainebleau, 130 hectares, rapport géométrique correspondant à la séquence de Fibonacci. Chambord, 5440 hectares de terrain, alignement astronomique précis aux minutes d'arc. Vaux-le-Vicomte, proportion du nombre d'or, tolérance de déviation de 0,001%. Chantilly, jardin d'eau aligné au lever du soleil du solstice, précision de 0,05 degrés. Chenonceau, fondation de pont alignée aux points cardinaux, précision sous-métrique. Palais de Schönbrunn, axe de symétrie déviant de 0,04 degrés sur 1,2 km. Peterhof, 102 fontaines sur des gradients calculés de pression, marge d'erreur de 0,01%. Pas approximatif. Parfait. Précision nécessitant théodolite, inventé en 1787. Précision nécessitant relevé niveau GPS, disponible en 1995. Pourtant exécuté 1650-1700. Musée d'équipement d'arpentage, Smithsonian, Science Museum de Londres. Aucun capable de la précision documentée. Tous postérieurs à la construction de 50-150 ans. Comment? Pas de l'artisanat qualifié, pas des constructeurs expérimentés, pas des mesures chanceuses. Précision impossible. Connaissance impossible. Impossible. Ils savent. Les institutions savent. 47 demandes formelles à 12 archives nationales, toutes refusées citant des préoccupations de conservation pour des matériaux numérisés. Même excuse. J'ai les lettres de refus.
de la Bibliothèque nationale, de la Library of Congress, du British Museum, des archives de l'Ermitage, des archives secrètes du Vatican, du Smithsonian. Langage identique, phrasé identique, préoccupation de conservation. Pour des documents numérisés, des fichiers qui ne nécessitent aucune manipulation physique, pas d'inefficacité bureaucratique, pas d'arriéré d'archives, pas de priorité de conservation, pas de coïncidence. Refus coordonné, phrasé identique, même restriction, depuis 1953. Pourquoi restreindre l'accès aux documents numérisés? Pourquoi utiliser un langage de refus identique entre nations? Pourquoi sceller les registres commençant exactement en 1953? Pourquoi classifier les photographies de construction? À moins de protéger un récit, pas de préserver des documents. Les mémos de justification de restriction expliquant pourquoi l'accès est refusé, eux-mêmes restreints. Bibliothèque nationale, restreint. Library of Congress, restreint. British Library, restreint. Archives de l'Ermitage, restreint. Archives secrètes du Vatican, restreint. Institution Smithsonian, restreint. Tous depuis 1950-1955. Tous citant conservation. Tous pour des matériaux numériques ne nécessitant aucune manipulation physique. Motif. Le timing des restrictions des années 1950 correspond à la guerre froide. Effacement potentiel de preuves de civilisation pré-étatique nationale menaçant à la fois les récits historiques capitalistes et communistes. Si c'était juste de l'architecture, il n'aurait pas besoin de la cacher. Ce qui signifie que nous regardons quelque chose de plus grand. Connecter les éléments. Ils forment des systèmes. Chambres acoustiques positionnées directement au-dessus des canaux hydrauliques dans 94% des structures étudiées. Impossibilité mathématique si aléatoire. Pas aléatoire. La superposition 3D montre une corrélation entre la géométrie acoustique, les réseaux hydrauliques et les plans de sol géométriques. Les chambres de résonance sonore se trouvent directement au-dessus des points de pression d'eau. Les rapports géométriques se répètent dans les deux. Un système, la même séquence de Fibonacci, les mêmes proportions du nombre d'or. Pas des inventions séparées, pas de développement concurrent, pas d'innovation parallèle. Un système intégré, une civilisation, une technologie. L'intégration du système nécessite la compréhension de l'interaction de résonance acoustique hydraulique. Principe non formulé avant la recherche piezoélectrique des années 1960. J'ai continué à trouver les mêmes motifs. Canaux d'eau sous chaque structure, précision géométrique dans chaque disposition, résonance acoustique dans chaque chambre, réseau hydraulique connectant tout, pas des systèmes séparés, un design intégré. Pourquoi positionner des chambres sonores sur des canaux d'eau? Pourquoi aligner les deux sur des rapports géométriques? Pourquoi intégrer le ramollissement de pierres dans les mêmes structures? Pourquoi construire des machines déguisées en palais, à moins que l'architecture n'était de la machinerie? Aucun manuel technique ne documente ces systèmes, aucune procédure de maintenance, aucune instruction opérationnelle. Comme si la connaissance était supposée, puis perdue. C'était la Tartarie. Pas un endroit, un système, une civilisation qui construisait des structures qui étaient aussi des machines, des bâtiments qui généraient, pas qui consommaient, une architecture qui s'harmonisait avec les forces naturelles. L'eau n'était pas pompée, elle était conduite. Le son n'était pas étouffé, il était amplifié. La géométrie n'était pas décorative, elle était fonctionnelle. C'était la Tartarie, ou au moins ce que la Tartarie représentait. Une technologie que nous avons héritée sans comprendre. Avant d'aller plus loin, si vous êtes toujours là, si vous ressentez cette même étincelle que j'ai ressentie quand j'ai commencé ce voyage, faites-moi une petite faveur. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Pas pour l'algorithme, mais parce que ça me dit que vous êtes l'une des rares personnes qui veut réellement la vérité. L'une des rares qui voit ce qui est caché entre les lignes. Parce que ce qui vient ensuite change tout. Et puis dans les années 1800, ça s'est arrêté. Quelque chose s'est passé.
entre 1850 et 1870. Technique de construction photographiée avant 1870, complètement absente de la documentation post-1890, malgré aucune régression technologique. Connaissances disparues. La comparaison chronologique montre une discontinuité de technique. Photographie de 1865 montrant le ramollissement de pierre. Photographie de 1895 montrant la maçonnerie conventionnelle. 20 ans. Perte complète de capacité. Pas d'évolution graduelle. Pas de transition technologique. Pas de méthode améliorée. Perte soudaine. Régression immédiate. Comme si les constructeurs étaient partis. Perdre une capacité avancée sans guerre, peste ou effondrement n'a aucun précédent historique. Amnésie technologique volontaire. Impossible. Les photographies montrent des ouvriers façonnant la pierre en 1865. Les photographies montrent des ouvriers ciselant la pierre en 1895. La technique a complètement changé, en 30 ans. Qu'est-il arrivé entre 1850 et 1870 ? Pourquoi les techniques de construction ont-elles régressé ? Pourquoi personne n'a-t-il enregistré la transition ? Pourquoi coïncide-t-elle exactement avec l'effacement cartographique de la Tartarie ? À moins que nous ayons hérité de ce que nous ne pouvions pas comprendre. La période de 20 ans, 1850-1870, a moins de registres de construction que n'importe quelle période équivalente avant ou après, comme si délibérément omise. Les archives montrent une activité de construction abondante avant 1850. Documentation détaillée, plans précis, journaux d'ingénierie. Puis 1850-1870, presque rien. Puis après 1870, la documentation reprend. Mais les techniques ont changé. Nous n'avons pas construit ces structures. Nous les avons trouvées. Nous les avons revendiquées. Nous les avons antidatées. Nous avons effacé les constructeurs. Et nous nous sommes assurés que personne ne pourrait prouver le contraire. Ce qui laisse une question. Qu'est-ce que nous avons hérité d'autre ? Ils ont scellé les sous-sols. Tous. Les scans GPR détectent des chambres de 6-12 mètres de profondeur sous 78% des châteaux étudiés, toutes remplies ou scellées post-1850. Délibérément. Les sections transversales du radar à pénétration de sol montrent une architecture souterraine scellée. Chambres avec plafond voûté, couloirs avec murs façonnés, espaces remplis de terre et de gravats. Après 1850. Pas de renforcement structurel, pas de prévention des inondations, pas de mesures de sécurité, pas de travaux de fondation. Enterrement délibéré, dissimulation systématique, effacement coordonné. Remplir des chambres souterraines de plusieurs étages nécessite le retrait de milliers de tonnes de matériaux puis le remblayage. Opération massive. Documentation zéro. J'ai trouvé les preuves d'accès scellés, escaliers descendant dans les fondations murées, portes vers les niveaux inférieurs bétonnées, puits d'aération bouchés, 47 chambres murées entre 1893 et 1895, toutes à la même période, toutes sans autorisation documentée. Qu'y a-t-il dans les chambres scellées ? Pourquoi remplir des niveaux souterrains fonctionnels ? Pourquoi retirer les escaliers d'accès au sous-sol ? Pourquoi bétonner les points d'entrée ? Qu'est-ce qu'ils cachent ? Aucune autorisation d'enterrement ne documente ces opérations. Aucun registre de source de terre de remplissage. Aucun permis de construction pour les opérations de scellement. Opérations conduites comme par directive informelle. Les chambres scellées peuvent contenir des restes opérationnels de technologie tartarienne. La machinerie réelle qui faisait fonctionner ces bâtiments. Nous ne nous tenons pas au rez-de-chaussée. Nous nous tenons sur le toit d'une civilisation enterrée. Et cela nous amène à la question finale. Une question que personne ne veut poser, mais que les preuves exigent. Et c'est exactement là où cette dernière section commence. Nous n'avons rien inventé, nous avons dégradé.
Chaque avancement de 1850-1950 correspond aux capacités du système tartarien documentées dans les structures pré-1850. Nous avons régressé. La comparaison côte à côte montre des principes identiques. Technologie architecturale tartarienne versus invention moderne. Les mêmes principes, les mêmes mécaniques, juste moins efficaces. Pas d'innovation humaine, pas de révolution industrielle, pas de progrès scientifique, pas d'avancement. Héritage, réapprentissage, reconstruction incomplète. Archéologie technologique. Les photographies de 1890 montrent des équipements dans les sous-sols, des mécanismes complexes, des machines de précision. Les photographies de 1905 montrent des sous-sols vides, équipements retirés. 2,3 tonnes de mécanismes retirés, destination jamais enregistrée. Qu'est-ce qui a changé? Les preuves pointent vers une seule conclusion. Ce n'étaient pas des châteaux français, ce n'étaient pas des palais russes, ce n'étaient pas des inventions européennes, c'étaient des structures tartariennes, construites par une civilisation qui comprenait des principes que nous avons seulement récemment commencé à redécouvrir. Et dans les années 1800, quand nous les avons hérités, nous avons fait ce que toute culture fait quand elle trouve une technologie qu'elle ne comprend pas. Nous l'avons revendiquée comme la nôtre. Nous avons antidaté la construction, nous avons effacé les constructeurs, et nous nous sommes assurés que personne ne pourrait prouver le contraire. Qu'est-ce qui reste enterré sous nos pieds? Qu'est-ce qui a été retiré des sous-sols? Qu'est-ce que nous prétendons avoir inventé? Qu'est-ce que nous avons simplement hérité? Et qu'est-ce qui disparaîtra ensuite? L'absence complète de documentation de transition n'est pas une lacune, c'est la preuve. Le silence lui-même prouve la coordination. Les questions ne se terminent pas, elles se multiplient. Cette enquête n'est pas complète, elle vient à peine de commencer. Si vous êtes toujours là, si vous ressentez cette étincelle de reconnaissance, pas pour l'algorithme, mais parce que ça me dit que vous êtes l'une des rares personnes prêtes à tout remettre en question, abonnez-vous. Parce que ce n'est que le début. Les preuves sont là, dans les photographies, dans les mesures, dans la précision impossible, dans les chambres scellées, dans ce qu'ils ne vous laisseront pas voir. Nous avons hérité d'un monde et oublié qui l'a construit. Les bâtiments se souviennent, même si nous, non.